Isabelle, qui se présentera un petit peu plus, parce que je ne veux pas dire de bêtises non plus, qui est donc une des nombreuses collaboratrices avec nous sur le programme Sol en Ville, qui a le plaisir de vous proposer un cycle de conférence qui est baptisé Déconfinons les sols. Il va falloir qu'on lui trouve un nouveau nom, maintenant c'est moins d'actualité. Et donc, qui va nous parler de la banque du Sol des sols. Et ça, comme dit, je vous laisserai toute la parole. Deux, trois mots peut-être juste sur Sol en Ville. Alors, il y en a qui ont entendu ça à plusieurs reprises ces derniers jours, donc c'est un caractère un peu répétitif. Donc, c'est un programme de sciences participatives qu'on propose depuis maintenant presque 2 ans, qui a pour vocation d'explorer en particulier la macrofaune du sol, le feedback du sol, c'était le premier objectif, qui s'étoffe puisqu'on va, dès l'automne, travailler aussi plus sur des aspects microbiaux et forcément physico-chimiques, qui se décline en atelier. On propose aux gens de mettre la main à la pâte et de s'approprier vraiment l'outil, qui est une application qui s'appelle Jardin Biodive, qu'on utilise pour cette identification de la faune du sol. Si vous êtes intéressé, il faudra faire connaître. Et donc, je disais le cycle de conférences. On arrive à la fin d'un cycle. Il y a eu les 48 heures de l'agriculture urbaine. Peut-être avez-vous eu l'occasion de participer à un certain nombre d'activités qui avaient lieu tout au long du week-end. Nous-mêmes, on a proposé une visite guidée à la découverte des sols samedi matin dernier. Dimanche, on était présent toute la journée sur le festival du jardinage en ville. Et hier, comme ça on ne se quitte plus, et hier, même lieu, même heure, on parlait de souveraineté alimentaire, mais dans un cadre un petit peu différent. Avant de passer la parole à Isabelle, peut-être juste 2 petites annonces. La première, c'est que si vous êtes intéressé par ce qu'on fait, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos coordonnées. Il y a une petite fiche contact à la sortie de la salle. Ça permet de vous tenir au courant de nos activités. Ce n'est pas très intrusif. Normalement, on envoie une lettre d'information par mois. Mais voilà, aussi bien pour les conférences que pour le reste, ça permet d'être tenu au courant. Et la deuxième chose, j'anticipe sur la fin, mais le 15 juin prochain, on propose notre prochaine conférence. Et c'est Marc-André Solos, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est un chercheur du Muséum d'Histoire naturelle, qui viendra nous parler des sols. Je pense que ce sera aussi encore un bel événement. Et voilà dans les grandes lignes. De toute façon, il y a 3/4 d'heure, on va dire à peu près, d'intervention de la part d'Isabelle, derrière des temps pour des questions, échanges de questions. Et si vous êtes aussi curieux au-delà du sujet du programme, on pourra tout à fait en discuter. Surtout que comme on est très très nombreux ce soir, ça nous laissera le temps d'un échange plus qualitatif. Voilà, je te laisse la parole. Merci Florian. Alors tu voulais que je me présente un petit peu avant, c'est ça? En 3 mots. Isabelle, Combrou, moi. Voilà. 3 mots. Donc je suis enseignant-chercheur à l'Université de Strasbourg, c'est écrit dessus. Enseignement à la faculté des sciences de la vie, que certains dans la salle connaissent bien, et chercheur au laboratoire Images Ville Environnement. Alors, mes thématiques de recherche, c'est pas que sur les sols, même loin de là. Moi, je suis écologue. Je fais beaucoup d'écologie appliquée, d'écologie de la restauration notamment, donc on en parlera un petit peu. Mais j'ai démarré il y a très très longtemps mes activités de recherche en travaillant sur ce qu'on appelle la banque de graines des sols. Ce qui va être un petit peu l'objet de la conférence de ce soir, puisque les plantes cachées dans les sols, ça va être cette banque de graines dans les sols. Alors, je ne vais peut-être pas vous raconter ce que j'ai fait en recherche dessus, puisque ça va être... On a lancé l'enregistrement. Oui, puisque ça va être dans la conférence. Mais au départ, j'ai travaillé surtout sur le côté aquatique. Donc, c'était plutôt du sédiment que du sol. Et puis, petit à petit, je sors de l'eau. Je remonte sur la berge, je vais en milieu agricole, en milieu urbain, même s'il y a un peu d'eau en milieu urbain aussi des fois. Donc voilà, je pense que pour me définir, on va dire écologue, écologie appliquée, et puis plutôt côté végétaux, même si Sandrine et Florian m'ont convaincue de m'intéresser aux petites bêtes aussi, et que du coup, je passe notamment en ce moment la journée à courir après des petites bêtes qui ont plein de pattes dans des petits pots barbeurs. Voilà, donc on va passer donc à la thématique qui nous intéresse ce soir. Qu'est-ce qui se cache dans les sols? Et pourquoi ce terme de banque de graines des sols, de banque dans les sols?
On va appeler banque de graines dans les sols, eh bien, un stock, d'où ce nom de banque, un stock principalement de graines. Je vais utiliser le terme un petit peu abusif de graines. En réalité, ça va être un stock de ce qu'on peut appeler des diaspores, des éléments qui vont servir aux plantes à se reproduire, à se disperser dans le temps, quand on va être dans le sol. Donc, quand on est sur des plantes à fleurs, des plantes angiospermes, ça va être des graines. Si on est sur des mousses, sur des fougères, sur d'autres types de végétaux, ça peut être des spores. Ça peut être aussi des diaspores végétatives, ça peut être des bourgeons dormants, des rhizomes. Tout ceci constitue un stock dans le sol. Un stock qui fait partie de la vie intégrante du cycle de vie des végétaux. Les plantes, la plante, je ne sais pas si on voit la plante adulte, elle va produire ses diaspores par de la reproduction sexuée, de la reproduction végétative. Elle va pouvoir aussi les disperser sur des distances plus ou moins grandes, suivant leur mode de dispersion. Hydrocore, barocore, anémocore, zoocore, ça c'est pour faire les révisions pour les étudiants qui m'ont subi là-dessus. Et puis, ces graines, on va dire graines pour la suite de la conférence, à un moment donné, elles arrivent sur le sol. Elles peuvent être remobilisées, retransportées par des animaux. Vous avez tous vu des petites fourmis qui transportent des graines jusqu'à leur nid, par exemple. Mais à un moment donné, elles vont être incluses à l'intérieur du sol, rentrer dans ce qu'on va appeler des phénomènes de dormance, de quiescence, de vie ralentie, et attendre dans le sol que quelque chose se passe pour qu'elle germe à nouveau, redonne des plantules, grandissent et redonne une plante adulte. C'est le cycle de vie d'une plante classique. Bien entendu, toutes ces graines ne vont pas forcément redonner une plante. Certaines d'entre elles vont mourir, peut-être de vieillesse. Je ne sais pas si on peut avoir une vieillesse pour les graines, mais bon, pourquoi pas, de ces naissances en tout cas, parce que les conditions de germination n'ont pas été rencontrées depuis un certain temps. Elles peuvent être prédatées. On va voir des animaux granivores qui vont s'en nourrir dans les sols, mais elles peuvent être aussi l'objet d'attaques fongiques, bactériennes, et du coup alimenter aussi les autres compartiments du sol sur lesquels vous avez eu déjà pas mal de conférences dans ce cycle. Donc, on est sur le cycle de vie classique des végétaux. Un cycle de vie classique qui va comprendre cette phase de vie ralentie, cette phase de dormance, j'ai mis la belle au bois dormant, qui va attendre que son prince charmant, une petite plantule qui va attendre que son prince charmant vienne la réveiller. Alors, ce n'est pas un prince charmant qui va venir la réveiller, quoique, c'est les conditions du milieu. Cela va dépendre des conditions du milieu pour que cette petite plantule qui est incluse à l'intérieur d'une graine puisse reprendre la vie. Alors, on va s'arrêter un petit moment sur ce que c'est qu'une graine. Une graine, c'est un organe de dissémination dans l'espace, dans le temps, de la végétation. C'est aussi un organe de résistance. À l'intérieur de la graine, on a une petite plantule, vous avez ici, avec déjà une petite racine embryonnaire, une petite feuille embryonnaire, des cellules méristématiques, des cellules bourgeons qui vont pouvoir repousser, mais en miniature. Et puis, on a dans ces graines des réserves. Des réserves, ça peut être à l'intérieur de ce qu'on va appeler des cotylédons. Si vous avez déjà fait germer des graines de haricots, on fait souvent ça dans les petites classes pour regarder comment pousse une plante. Les cotylédons, c'est les deux demi-haricots verts bien charnus là, qui commencent à pousser au départ. C'est des organes qui vont contenir des réserves. Alors, ça peut être dans les cotylédons, ça peut être dans l'albumène, selon les types de graines, mais peu importe. Tout ceci est enfermé dans un tégument, dans une enveloppe protectrice, une enveloppe qui peut être imperméable, qui va bien protéger tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et on est sur un organe qui est globalement déshydraté. Donc, c'est aussi une forme de résistance d'être déshydraté.
C'est vrai qu'avec la chaleur d'aujourd'hui, c'était difficile d'entendre ça. Mais pour les plantes, en tout cas, c'est une forme de résistance. Tant qu'elle est déshydratée, elle ne va pas repousser. Elle peut rester pendant des mois, des années, des siècles parfois même plus, en état de vie ralenti, en attendant d'être réhydraté, de repousser. C'est ces organes-là qui vont permettre aux végétaux d'être stockés dans les sols pendant très longtemps, d'être stockés dans les sols pendant très longtemps. Vous avez ici l'exemple d'un record. On a trouvé dans du permafrost, donc dans des conditions bien particulières, un sol qui en plus était gelé depuis des millénaires, on a trouvé des capsules, donc des fruits ici, d'une petite silène, à l'intérieur desquelles se trouvaient des graines qui ont été datées de 30 000 ans. Des graines produites par une plante il y a 30 000 ans, conservées dans le sol du permafrost. Et puis, les auteurs de cette étude ont récupéré les graines, ont pu les faire germer. Ça a donné les petites plantes que vous voyez sur les pots, qui ont à nouveau fleuri et reproduit des graines. Donc, on a ici une plante. On a les plantes qui sont les, entre guillemets, des parents qui étaient présents sur ce sol-là il y a 30 000 ans. Un sacré coffre-fort, ce sol. On conserve des choses pendant très longtemps en bon état. Ça, c'est un petit peu oups, on va revenir en arrière. C'est un petit peu un record. Tout ceci, c'est possible parce que ces graines et aussi certains autres types de bourgeons peuvent rentrer, en vie ralentie, peuvent rentrer dans ce phénomène de dormance. On va trouver toute une diversité d'explications pour expliquer cette dormance. On a différentes catégories. On parle de dormance physique, de dormance physiologique, morphologique. Dormance physique, ça peut être parce que le tégument, ce qui est en graine, ne permet pas à l'eau de rentrer. Je dis c'est quelque chose qui est imperméable. C'est tellement imperméable parfois que l'eau ne peut pas hydrater la graine, donc la plantule ne peut pas repousser. C'est des mécanismes qui vont permettre à la graine de pousser longtemps après sa production. On est dans le sol. On est dans une matrice qui est faite de plein de petits granulats, des petits éléments minéraux qui peuvent avoir des arêtes un petit peu saillantes. La graine, elle va être un petit peu bougée. Le sol, c'est loin d'être immobile. Vous avez des animaux qui vont un peu bioturber ce sol, que ce soit des petits insectes, ça peut être des herbivores qui vont marcher dessus. Au bout d'un certain temps, le tégument de cette graine va être un petit peu abîmé, va se scarifier un petit peu, et l'eau va pouvoir rentrer, imbiber la graine. Et bien sûr, s'il y a de l'eau, ça veut dire que l'eau rentrera au moment où elle est présente, que la plantule va germer à ce moment-là. C'est un moyen d'avoir une adéquation entre la germination, la croissance de la plante et des bonnes conditions environnementales. La croissance peut être physiologique. Physiologique, ça peut être des mécanismes à l'intérieur de la graine. Ça peut être la présence d'une molécule produite par la plante initialement qui empêche la croissance, qui inhibe cette germination. Et il faut qu'il y ait suffisamment d'eau qui soit passée sur la graine, qui ait lessivé la graine, pour que ce composé soit un petit peu exporté, soit dilué et que la plante puisse germer. On peut avoir le mélange de plusieurs de ces types de dormance. Ça peut être une dormance morphologique. Morphologique, ça peut être le cas où la petite plantule n'est pas encore totalement développée. Il faut encore quelques petits mécanismes, quelques réactions métaboliques pour qu'elle soit prête à germer. Ces réactions peuvent se faire parfois avec la présence de certains éléments. On sait que beaucoup de graines vont germer lorsque de l'azote, soit sous forme nitrate ou nitrite, sera présente en plus grande quantité dans le sol. L'augmentation d'azote peut être un élément déclencheur de ces germinations.
c'est quelque chose de tout à fait intéressant pour la plante. C'est pour ça qu'au fil de l'évolution, il y a eu un petit peu cette sélection. Quand on a une augmentation de l'azote, c'est quelque chose qui se passe très souvent en conditions normales. On ne va pas parler des changements globaux avec les retombées atmosphériques d'azote, mais en conditions normales, une augmentation de l'azote se fait parce que au-dessus de la tête de notre belle au bois dormant, là, qui est sagement endormie, au-dessus de la tête, il se passe quelque chose. La végétation présente ne prélève plus l'azote dans le sol parce qu'elle a peut-être été détruite, peut-être après un incendie, il s'est passé quelque chose. S'il n'y a plus de végétation au-dessus, la place est libre pour la petite graine. Donc, plus d'azote parce qu'elle est plus prélevée, et puis parce que peut-être que les plantes au-dessus sont en train de se dessécher, de se minéraliser et d'augmenter la teneur en azote. Donc, des mécanismes d'entrée, de levée de cette dormance qui permettent à ces graines de résister dans le sol, encore en vie, très très longtemps, jusqu'à 30 000 ans. Mais on pourrait chercher un peu plus, avoir encore d'autres records. Des phénomènes de dormance qui vont être, dont la sortie de cette dormance va être générée par des modifications de l'environnement, cette augmentation de l'azote, cet apport d'eau. Pour les puristes, on va distinguer deux types de dormance. La dormance innée, celle qui existe dès la libération de la graine, et puis une dormance induite par les phénomènes environnementaux. Dormance innée, c'est par exemple le cas de cet embryon, de cette petite plantule qui n'est pas totalement finie au moment où la graine quitte la plante. Dormance induite, c'est la graine qui va rentrer en dormance parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le sol. L'eau du sol n'est pas suffisante pour que la graine puisse germer. On peut avoir des entrées dans ces deux dormances par des phénomènes environnementaux. Dormance innée, c'est quelque chose dont on va sortir parce que la plante a fini de se développer. Mais si on n'a pas d'eau, elle va rentrer dans un phénomène de dormance induite par l'environnement. S'il y a de l'eau, s'il y a des conditions environnementales qui peuvent générer la germination, eh bien la graine devient active et puis va germer et donner une petite plantule. Si on se replace dans cette vision de banque, de stock de quelque chose, de stock d'une espèce, il y a des gens qui ont fait des parallèles. Dormance innée, c'est une dormance profonde. C'est ce que vous avez en épargne. Vous ne pouvez pas forcément débloquer votre épargne tout de suite. Il y a des petites modifications à faire pour pouvoir aller acheter quelque chose avec l'argent que vous avez sur votre compte épargne. La dormance induite, c'est le compte courant. Vous pouvez très facilement faire un chèque, utiliser votre carte pour faire sortir ce qu'il y a sur ce compte-là. La graine active, c'est la graine qui est en train de germer, qui est en circulation. C'est l'espèce, la monnaie, ce que vous avez dans votre porte-monnaie. Puis la plantule, c'est les choses que vous avez achetées. On a tout un parallèle avec ce système bancaire, avec ces histoires de stockage à long terme, de passage dans le côté actif ou de dormance. On parle aussi dans le système bancaire de comptes dormants. Voilà, c'est des comptes qui ne bougent pas, qui sont en dormance comme ces graines dans le sol. Des graines qui vont rester dans le sol pendant très longtemps et qui vont, de ce fait, constituer la mémoire du sol. Si je reprends le cas de ma petite silène, on a trouvé des graines parce qu'elle était présente dans ce sol-là il y a 30 000 ans. Avec ce stock de graines, on sait quels végétaux étaient présents dans un sol et quels végétaux étaient présents de manière, on va dire, fonctionnelle, lesquels se reproduisaient. Parce que certaines plantes vont posséder la capacité de produire des graines viables à très long terme. Alors vous avez ici un graphique qui est un petit peu complexe. C'est des graphiques qu'on va trouver dans la littérature scientifique. Ce qui va surtout être intéressant ici, c'est de regarder un bloc de graphique ici et puis un bloc en dessous. Un bloc avec ce que l'on appelle des graines, de banques de graines transitoires. Certaines plantes vont produire des graines, mais avec très peu de réserves, très peu de ressources. Des graines qui vont devoir germer quasiment dans les mois qui suivent.
des graines qui ne vont rester présentes dans le sol que pendant certains mois. Certaines espèces vont produire des graines qui ont très peu de dormance, où la dormance va être très, très rapidement levée. C'est ces graines transitoires, des végétaux qui ne vont pas un peu moins participer à cette mémoire du sol, en tout cas sur une mémoire à bien moins long terme. Et puis d'autres plantes qui vont avoir des comportements un petit peu différents, mais c'est tout ce bloc-là, des graines, des quantités de graines qui vont rester présentes dans le sol, même si une petite partie va regermer l'année d'après, ce qui est par exemple sur le côté blanc ici, une grande partie ou une partie peut-être un petit peu anecdotique, mais une partie de ces graines vont rester en dormance dans le sol pendant très longtemps et vont constituer ce stock de graines. On a ici le déroulement sur à peu près 2 ans. On a même sur cette ligne-là une petite partie des graines qui reste ici et puis une autre petite partie de graines qui se rajoute l'année d'après. Ce qui veut dire que si la plante produit des graines pendant 10 ans, 20 ans, on va avoir stocké dans le sol des graines qui ont été produites l'année d'avant, 2 ans avant, 3 ans, 4 ans, etc. Des graines produites de même espèce, mais peut-être aussi des graines produites par des espèces qui se sont succédées sur un même milieu. D'où cette histoire de mémoire du sol. Dans les graines qui sont dans le sol, on a toute l'historique des différentes communautés végétales qui se sont succédées sur un sol. On a, au cours du temps, une constitution de communautés de graines dans le sol qui vont correspondre au stade pionnier, au stade prairie, au stade forêt jeune, forêt âgée. Sous le sol d'une forêt âgée, en principe, on retrouve des graines d'espèces qui étaient présentes dans une forêt jeune, qui étaient présentes dans un faciès d'embroussaillement, qui étaient présentes dans la prairie, qui se trouvaient à cet endroit il y a 200, 300, 400 ans. On reconstitue le passé par ces banques de graines. C'est des choses qui vont être étudiées par des paléoécologues pour reconstituer aussi des environnements passés dessus. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce que c'est pas trop ce que je fais moi et j'aurais bien peur de dire des bêtises là-dessus. Mais on a toute cette quantité de graines présentes dans les sols en grande quantité et avec une diversité énorme. Pourquoi est-ce que ces banques existent dans les sols? Pourquoi est-ce que l'évolution a sélectionné tous ces stocks de graines qui restent dans le sol et qui, avec ce que je vous ai dit, servent à pas grand-chose en fait? Mais en réalité, ces éléments qui sont cachés dans les sols vont servir au fonctionnement des écosystèmes. On va trouver plein de raisons, plein d'explications à cette constitution de banque. L'une des explications, c'est déjà que c'est une grande réserve de biodiversité. Que ce soit de la biodiversité d'espèces, toutes les espèces qui se sont succédées sur un même endroit, mais aussi de la diversité génétique. On a dans un sol des graines qui ont été produites par une même espèce pendant différentes années. Une graine, si elles sont issues de reproduction sexuée, on a eu un mélange, une recombinaison des chromosomes, et c'est quelque chose qui va générer de la diversité. À nouveau, avec cette réserve de diversité, on revient sur cette notion de banque. On revient sur cette notion de banque. La petite image que je vous ai mise ici, c'est l'entrée de la banque de graines, banque de semences mondiale. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Des gens qui ont construit un énorme bloc au Spitsberg, sur l'île du Svalbard, pour stocker des graines qui vont être stockées ici comme une réserve de cette biodiversité de graines pouvant être cultivées. On essaye de refaire au Svalbard ce que la nature fait très bien dans tous les sols qu'on a autour de nous. Alors, c'est peut-être pas la diversité des grains de blé et autres. C'est peut-être vachement plus intéressant de conserver la diversité
naturelles qu'on a présentes. Parce que dans un sol, la diversité de cette banque de graines, elle est énorme. La biodiversité de la banque de graines est beaucoup plus élevée que la diversité de la végétation qui est établie. Parce qu'elle va s'accumuler tout au long de la succession écologique, tout au long de la vie de l'écosystème. Sur ce petit schéma, je vous ai représenté, alors au-dessus, vous avez la succession au cours du temps d'un écosystème qui commence à se végétaliser, puis progressivement qui va avoir des espèces herbacées, puis buissonnantes, puis des forêts âgées. Si on représente par des ronds, des carrés, les différentes espèces, dès les premiers stades, dès le premier stade pionnier, on a très souvent toutes les graines présentes parce qu'elles se sont dispersées depuis les alentours ou parce qu'elles étaient présentes par le passé sur cet environnement. Peut-être qu'on est au stade pionnier dans une forêt après un incendie. On a encore les graines qui constituaient la forêt précédente. On a, dans beaucoup d'études, estimé ce qu'on avait dans la banque de graines sur le gradient d'une succession. On s'est aperçu que les banques de graines de ces différents milieux vont beaucoup se ressembler, vont plus se ressembler entre elles que la végétation établie, que la végétation que l'on voit réellement dessus. La banque de graines que vous avez ici, au stade de forêt bien âgée, c'est presque la même que celle qu'on a au début. Par contre, en termes de correspondance avec la végétation, c'est bien différent. On a dans ce compartiment ce stock de biodiversité. Certains auteurs ont donné un nom, on dit que la banque de graines, c'est la biodiversité latente, celle qui attend de pouvoir se réaliser, de pouvoir s'exprimer sur le milieu. Elle attend de pouvoir s'exprimer sur ce milieu en termes d'espèces, mais aussi en termes de diversité génétique. C'est-à-dire, on a dans cette banque tout ce qui a été créé par une espèce sur les 20-30 dernières années. Des auteurs ont montré que sur une petite espèce d'herbacée, c'est une espèce du continent nord-américain, donc on n'a pas trop chez nous celle-ci, ils ont montré que la diversité génétique, la diversité au sein d'une même espèce, dans la banque de graines, c'est ce que vous avez ici, le H, est plus élevée dans la banque que dans la végétation en place, dans le joli parterre de fleurs roses que constitue cette population. Mais qu'entre différents lieux où se trouve cette plante-là, la plupart des banques de graines vont avoir une homogénéité génétique, c'est ce qui est représenté sur ce graphique-là, alors que les différents patchs de cette espèce, les différentes localisations de la végétation établie, eux, ont une différence génétique. Un petit peu comme si on avait des clones à la surface, mais en termes de diversité génétique, toutes les potentialités dans la banque de graines en dessous. Donc, on a une diversité spécifique dans cette banque, mais c'est aussi un stock de diversité génétique. C'est quelque chose d'intéressant parce que cela veut dire qu'on a en stock dans le sol différentes caractéristiques, différents génomes qui vont permettre à ces espèces de s'adapter à des situations changeantes. Ces banques de graines vont être le moteur de la dynamique temporelle des écosystèmes. Ces banques de graines, c'est elles qui vont faire qu'après que la végétation ait disparu en hiver, eh bien, elle va repousser au printemps. Que vous allez avoir des pissenlits dans les champs qui vont fleurir au printemps. Parce que les graines étaient stockées dans le sol. Peut-être que, en fonction du changement climatique, pour que cette plante de pissenlit repousse, il faut qu'elles aient telle ou telle caractéristique génétique en 2022. Peut-être des caractéristiques génétiques qui leur permettent de s'adapter un peu plus à la chaleur qu'en 2021. C'est peut-être pas exactement les mêmes génomes auxquels on fait appel les plantes l'année passée et cette année. Mais tout est présent
dans cette banque de graines du sol. Vont germer ceux qui sont le mieux adaptés à la situation de l'année, du mois, de la saison. Ces banques de graines, c'est ce qui permet de faire le déroulement des saisons que vous connaissez, que vous voyez depuis votre enfance. Donc en fait, vous avez tous subi l'influence de ces banques de graines depuis tout petit. Et ça, c'est la dynamique, on va dire, naturelle, enfin saisonnière. Ces banques de graines permettent aussi de s'adapter à des modifications temporelles ou continues du milieu. On va repasser sur ce que j'aime bien, sur le milieu aquatique. On est ici sur, peut-être que vous avez reconnu la carte, une grande étendue d'eau, pas très loin de Strasbourg, c'est Plopsheim. C'est le plan d'eau de Plopsheim. On est ici sur le sud du plan d'eau de Plopsheim. La zone que vous connaissez peut-être un petit peu moins parce qu'elle est en réserve ornithologique. Il n'y a pas trop le droit d'aller en bateau là-dessus. Vous pouvez la voir depuis le barrage qui est au niveau de Kraft. C'est une zone donc en réserve ornithologique qui est suivie depuis longtemps et il y a quelques années, les gestionnaires de cette zone-là et notamment la Fédération de pêche du 67 ont constaté des grandes zones de dévégétalisation de cette zone-là, notamment sur toute cette zone nord ici. On perdait la végétation, on perdait une source d'oxygène dans l'eau. En même temps, on avait des mortalités de certains poissons. On se dit, mortalité parce que les plantes ne produisent plus d'oxygène. Donc, on a lancé plein d'études pour essayer d'expliquer le pourquoi de cette dévégétalisation. Avec plein d'hypothèses testées sur la chaleur, c'était pas la chaleur, sur l'herbivorie, c'était pas l'herbivorie. Et en réalité, cette dévégétalisation, on a, l'année passée, grâce à des travaux d'étudiants de master, pu expliquer pourquoi, dans certaines zones, on n'avait plus de plantes, pourquoi on avait des plantes qui disparaissaient, parce que le stock de banques de graines du sédiment était appauvri, était beaucoup trop faible. Avec des étudiants, on a estimé la densité de ces graines dans les sédiments. Dans les zones végétalisées, on a jusqu'à 14, 16 000, 20 000 graines par mètre carré. C'est énorme. Sur 1 mètre carré, 20 000 petits organes qui peuvent redonner une plante. Certains sont tout petits. C'est beaucoup des zoospores de caracées. Les caracées, c'est des plantes un petit peu particulières entre les algues et puis les plantes qu'on dit évoluées, même si c'est un peu bête de dire ça, mais jusqu'à 20 000 graines. Dans les zones où on avait vu une forte dévégétalisation, on est à 500 graines par mètre carré. Banque de graines, 500 graines par mètre carré, c'est rien du tout. Le stock de graines suffit, est largement suffisant dans les zones végétalisées, dans les zones qui sont dévégétalisées puis revégétalisées, qui commencent à être un petit peu tangentes, suffit pour redonner des plantes, quel que soit ce qui se passe dans le milieu. Dans les zones où la banque de graines est suffisante, on a cette perte de végétation. Quels sont les cas où on a besoin de réalimenter la végétation exprimée, la végétation au-dessus du sol, au-dessus du sédiment? Dans le cas du plan d'eau de Plopsheim, c'est les cas d'augmentation du courant. Je ne sais pas si vous savez à quoi sert ce plan d'eau de Plopsheim. Il sert à plein de choses. Il sert à stocker de l'eau pour alimenter le barrage de Strasbourg, qu'on ait un petit peu d'électricité. Mais il sert aussi de zone un petit peu tampon. Il reçoit le canal de décharge de Lille. On part aussi avec le canal d'alimentation, mais surtout, quand on a une crue de Lille, les vannes sont ouvertes, on a des courants qui vont arriver dans cette zone-là. Une partie, quand le Rhin est en crue, va réalimenter l'île par le canal de la Tumeno dans cette zone. Donc, on a, dans ces milieux-là, des brusques augmentations de courant sur un plan d'eau, sur des zones où les plantes, elles ne sont pas du tout habituées à ça.
En écologie, c'est ce qu'on appelle une perturbation, quelque chose qui va détruire les plantes, en tout cas détruire une communauté, et générer une opportunité de recoloniser le milieu. Pour recoloniser le milieu, il faut qu'il y ait de quoi recoloniser le milieu. Dans certaines zones ici, on n'a plus de quoi recoloniser le milieu. Donc ces banques de graines vont servir à cette dynamique du milieu, à faire en sorte que lorsqu'on a, indépendamment de la saison, cette augmentation de courant qui va emporter certains végétaux, on puisse avoir cette recolonisation avec des graines qui sont conservées dans le sol. C'est cette dynamique du milieu, cette revégétalisation après une petite fluctuation. C'est aussi cette banque qui va être l'un des principaux éléments de la résilience des écosystèmes. Lorsqu'un événement beaucoup plus perturbant va totalement détruire l'écosystème, ce que l'on a, par exemple, après un incendie de forêt, pour qu'il y ait résilience, pour que l'écosystème de lui-même puisse se reconstituer, en règle générale, dans la nature, les écosystèmes qui vont subir un incendie naturel pour une forêt, une rivière qui va subir une crue naturelle, la nature, elle n'a pas besoin de l'homme pour se reconstituer. Après un incendie, ou après une tempête, après la tempête de 99, la forêt a repris ses droits au bout d'un certain temps. Elle a repris ses droits parce qu'on avait bien au chaud dans le coffre-fort du sol des graines en dormance qui, lorsque le milieu s'est ouvert, ont été soumises à des conditions environnementales différentes. Plus de lumière, température plus élevée parce que la lumière arrive jusqu'au sol, réchauffe le sol. Plus de nutriments, surtout après un incendie où le feu va avoir un effet minéralisateur, de nutriments. Un peu plus d'eau quand il pleut. Elle n'est pas prélevée en surface par les racines des plantes présentes. Tout ça, c'est des modifications environnementales qui font sortir les graines de leur compte épargne, de leur compte courant, qui recolonisent le milieu. On peut, après un incendie, voir des petites germinations, déjà des espèces d'arbres qui seront présentes, qu'on verra présentes 50 ans après. Simplement, pour qu'un sapin, qu'un chêne arrive à maturité, il faut plus de temps que pour une petite prime vert. Donc, pendant les premières années, on voit que les espèces herbacées. On voit au début une prairie. Puis au bout d'un moment, des petits buissons. Parce que pour fabriquer un petit ligneux, la plante, elle a besoin peut-être de 4-5 ans. Et pour fabriquer de l'arbre, un vrai arbre grand, elle a besoin de 30, 40, 50 ans, voire plus. Mais quand on est dans ce cadre de succession, on parlera à ce moment-là de succession secondaire, parce qu'on a déjà des graines présentes dans le sol, tout ce qui se passe par la suite peut être expliqué par ce qui était stocké dans le sol, qui attendait patiemment de vouloir s'exprimer. Ça se passe en milieu forestier, ça se passe aussi dans les milieux aquatiques. Dans les milieux aquatiques, après une crue, on va avoir, dans certains cas, la recolonisation du milieu par la banque de graines. Alors, dans les milieux aquatiques, ça va être parfois un petit peu moins le cas, parce que les plantes, quand elles sont dans l'eau, elles ne se dessèchent jamais. Et puis, en plus, l'eau, c'est aussi un vecteur de dispersion. Donc, l'étude dont vous avez ici la synthèse, elle a été faite sur des annexes fluviales, donc des anciens bras déconnectés de la rivière d'Ain, donc un des affluents du Rhône, où on a étudié en fonction de différents gradients de connectivité avec le milieu aquatique. Connectivité avec le milieu aquatique, ça veut dire est-ce qu'on a la possibilité d'apport de végétaux pour recoloniser, de fragments, de petits bouts de plantes, parce que les plantes aquatiques, c'est un peu fainéant. Ça vit dans l'eau, ça n'a pas besoin de tissu de soutien pour se porter, ça ne fait pas souvent des graines, parce que pour se reproduire, un petit fragment, ça suffit. Si vous avez déjà eu un aquarium, vous savez que vous achetez un petit fragment de plante
en jardinerie et puis va repousser dans votre aquarium. Donc, les banques de graines vont parfois être moins actives dans ces milieux-là, mais elles vont être actives lorsque on n'a pas cet apport de fragments de plantes pour recoloniser le milieu. Et les végétaux, les communautés végétales, eh bien, au cours de l'évolution, se sont adaptés à ces différentes situations. Quand on est dans des milieux qui sont très fortement déconnectés, la banque de graines va permettre en partie de recoloniser le milieu et on va aussi avoir une recolonisation par effet bordure. Quand on est à faible connectivité, fort impact de la banque de graines, un petit peu moins des apports par connectivité, parce qu'ils vont aussi ressortir de ces milieux-là. Et puis, lorsqu'on est sur des milieux très connectés, ben là, la banque de graines va toujours va apporter cette petite diversité en plus, mais la plupart de la communauté végétale va se reconstituer par ces apports de connexion, par ces fragments, des graines aussi qui peuvent être apportées par la dispersion par l'eau. On en revient au cycle initial, hein, les graines sont produites, peuvent être dans le sol, mais peuvent aussi être remobilisées dans le sol, redispersées. Donc au final, ce qui est en dispersion, bah, c'est ni plus ni moins que, si on refait le parallèle avec le système bancaire, que ce qui est en transfert entre deux comptes bancaires. Qui aurait pu être dans une banque à un endroit donné, dans une annexe fluviale, et puis qui est transporté par l'eau et qui se redépose dans une autre annexe. C'est des graines qui ont peut-être aussi été produites il y a quelque temps. Pour les plantes aquatiques, ça peut aussi être des fragments. C'est un petit peu pareil. Et donc, cette banque participe à cette résilience du milieu. C'est en grande partie grâce à ces végétaux cachés dans le sol que on a tous les écosystèmes autour de nous. Parce que, vu l'âge de notre planète, chaque centimètre carré de la Terre a, à un moment donné, subi une perturbation, a eu des phases de baisse de la végétation et a reconstitué sa végétation. Ou attend que les bâtiments soient écroulés, qu'on désartificialise le milieu pour pouvoir reconstituer de la végétation. Et peut-être que sous ces bâtiments, on a des graines sous nos pieds, sous la chape de béton, qui attendent de pouvoir recoloniser le milieu. Je dis peut-être, mais en fait, j'en suis quasiment sûre. Parce que c'est ça qu'on utilise à l'heure actuelle en écologie appliquée pour recréer des milieux. Ces banques de graines, le fait que partout, peut-être que je vais dire une bêtise, mais sur presque tous les mètres carrés de surface terrestre, on a des plantes stockées dans le sol. Alors, sur certains mètres carrés, on n'aura pas de sol quand on a la rue. Et encore, dans certaines petites fissures, on peut avoir des petites spores de bryophytes, de lichens qui vont être présentes et qui vont pouvoir redonner de la végétation. Sur la banquise en Antarctique, lorsque la banquise se retire, on sait qu'il y a des spores de bryophytes qui sont stockés en dessous de la banquise et qui peuvent redonner, pendant la belle saison, des petites mousses. Certaines spores arrivent, se sont envolées très loin sur la banquise, à plusieurs kilomètres, sont stockées dans la glace. Quand le glacier arrive, ils font au bord de la côte, ils libèrent les spores qui ont été produites il y a 200 ans, et puis on a dans la petite communauté de bryophytes des descendants d'individus adultes de l'année d'avant, et puis des descendants d'individus présents il y a 300 ans sur la zone, parce que les spores ont fait un petit tour sur la banquise, puis sont revenus avec le glacier et avec la fonte. Donc, on en a quasiment partout. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'écologue, va être très intéressant. C'est par cet effet mémoire et puis par cet effet de potentialité de recréer un milieu avec des choses qui sont déjà présentes. On n'a pas besoin de
la banque de graines du Svalbard, construite à grand renfort de millions d'euros. Je ne sais pas, mais on utilise beaucoup cette notion et ce compartiment de banque de graines dans les diagnostics écologiques, quand on veut comprendre le fonctionnement d'un écosystème. Parce que vous l'avez compris, pour savoir comment fonctionne un écosystème, il faut savoir comment il peut se régénérer ou qu'est-ce qu'on avait présent les années précédentes. Et ça, c'est dans le sol qu'on va le trouver. Un petit exemple, là, je vous emmène au sud de l'Alsace. On est sur l'île du Rhin, au niveau de Kems. Je ne sais pas si vous connaissez, juste en dessous, ici, c'est Bâle, c'est la Suisse. C'est l'endroit où le Rhin arrive en France, où on a construit le premier barrage pour créer l'île du Rhin et alimenter l'usine hydroélectrique en cascade. Donc ici, on a le barrage. Ça, c'est l'île du Rhin, le sud de l'île du Rhin en 2007. Toute la zone un peu jaunâtre, c'était un champ de maïs. 100 hectares de champ de maïs. Monoculture, depuis des années, puisqu'il était sous bail amphithéotique, donc ça faisait très longtemps que c'était des champs de maïs, avec un petit peu de pesticides, avec pas grand-chose d'autre que du maïs. Le champ de maïs a été repris par le gestionnaire de la petite Camargue alsacienne. Et en 2010, on n'a plus de culture et on va commencer à se dire, sur cette zone-là, on est entre deux bras du Rhin, on voudrait bien recréer des milieux alluviaux. On est entre les deux bras du Rhin, on va recréer des milieux alluviaux en creusant des bras et puis en reformant le milieu. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on a présent en dessous? Qu'est-ce qu'on a présent en dessous de cette zone-là? Est-ce que, si on creuse suffisamment, est-ce qu'on a des graines qui vont pouvoir redonner des milieux aquatiques, des milieux humides, des milieux secs dans cette zone-là? Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a, avec mon équipe de recherche, creusé des fosses à certains endroits, prélevé des petits échantillons de sol, ramené ça au laboratoire, fait germer ce qu'il y avait dedans, identifier et quantifier ce que l'on avait dans le sol en termes d'espèces, en termes de quantité. Sur certains points, on avait beaucoup de choses dans la couche superficielle, entre 0 et 5 cm de profondeur, pas grand-chose en dessous. Mais sur d'autres points, on avait à 90 cm, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur, des graines présentes, parfois plus d'1 millier de graines par mètre carré. C'était principalement des zoospores, de caracées, des choses aquatiques, ou en tout cas de zones humides. Donc, on savait que sur cette zone-là, quand on creuserait, à certains endroits, pas de partout, on allait avoir la présence de ces graines qui pouvaient recoloniser le milieu, qui pouvaient reformer un milieu aquatique en profondeur, un milieu un petit peu plus sec au-dessus. On savait aussi que dans ces énormes paquets de graines, là, dans la couche 0,5 cm, on avait une grande quantité de graines, une diversité assez élevée, et que dans cette diversité élevée, on avait beaucoup d'espèces invasives, notamment de l'érigéron, du solidage, des choses qui allaient coloniser tout le milieu si on ne faisait pas quelque chose pour empêcher ces graines-là de germer. Parce que contrairement à votre compte épargne classique, il y a certains sous qui, dans ces banques-là, sont nocifs pour les autres. Donc, la connaissance de ces banques de graines, ça permet aussi de détecter des facteurs de risque. De dire aux gestionnaires qui, après a mené la restauration, attention, dans cette zone 0,5 cm, il y a plein de graines, mais en réalité, il y a beaucoup de graines invasives. Si vous enlevez juste le champ de maïs puis vous laissez repousser pour faire du milieu sec au-dessus, vous aurez des champs de plantes invasives qui vont proliférer, qui vont
envahir tout le milieu, qui vont encore plus se disperser au sein d'une réserve naturelle nationale. C'est quand même pas top. Donc, ça a permis de faire des préconisations, de dire, cette couche au-dessus, on va alors pas l'enlever. En réalité, elle a été, dans les travaux qui ont été faits, elle a été remobilisée et mise en dessous, bien loin de la zone où elle va pouvoir germer. Comme ça, c'est sous cloche. On espère qu'avec le temps passant, la sénescence de ces graines va faire que ces graines ne vont pas regermer. Et puis, on a dit, regardez, dans 5-10 cm, 25-30, il y a très peu de graines dans cette zone-là. Le passé du sol a fait qu'il s'est appauvri. Donc, on a préconisé de rapporter des graines, d'ensemencer le milieu avec des communautés végétales qui vont être adaptées à ce milieu-là. C'était sur un champ de maïs. C'est un peu normal qu'on ait des graines quand même en dessous. Mais je vous ai dit, même sous les bâtiments, on a des graines. Et je vous le prouve, parce que même sous des bâtiments industriels, avec pollution, on a des graines. La photo que vous avez ici, c'est l'ancienne raffinerie de Reichstätt, donc à 10 km au nord de Strasbourg. Une raffinerie qui était abandonnée il y a 4-5 ans, qui ressemblait à ça. Photo un petit peu de film de science-fiction. Ça aurait pu être un décor de film de science-fiction un peu avant-gardiste. Qu'est-ce qui se passe après le départ de l'homme sur la Terre? Il se passe ça. Des zones avec de la ferraille, avec du béton, avec quand il n'y a pas du béton, c'est de la surface très minérale, parce qu'on avait mis pas mal de remblais, de gravats dessus. Un petit peu de végétation. En dessous, on peut avoir un petit peu de béton, on peut avoir des canalisations, des choses. Mais on a quand même une petite fraction de sol dans ces zones-là. Cette raffinerie, je ne sais pas si vous connaissez la zone, mais à l'heure actuelle, à part le dépôt pétrolier qui existait au sud, à la place de la raffinerie, il y a une zone d'activité. Il y a des entreprises qui se sont réinstallées. Mais entre les entreprises et le dépôt pétrolier, on a une zone de 10 hectares qui a été transformée en zone humide, qui a été transformée en zone naturelle, en zone de biodiversité, de très grande biodiversité, à partir de ça. Est-ce qu'on a fait appel à la banque de graines pour ça? Oui et non. On a fait un petit peu la même démarche que sur l'île du Rhin. On a prélevé, fait des trous, prélevé des petits échantillons de sol pour estimer à différentes hauteurs la densité, la quantité, les espèces présentes dans cette banque de graines. Alors, je dis un petit peu comme sur l'île du Rhin, parce que dans ces milieux-là, à chaque fois qu'on fait des trous, on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Alors, même sur l'île du Rhin, en fait, pour faire les trous, on a dû faire déminer le terrain avant. Parce que c'est dans une zone où potentiellement il restait des engins explosifs. Et donc, avant de faire les trous, il fallait faire passer la sécurité civile pour s'assurer qu'il n'y ait pas de... Raffinerie de Reichstätt, c'était une autre problématique. C'est qu'avant de faire les trous, on n'était pas sûr que ça ne soit pas très pollué en dessous. Et donc, je n'ai pas de photo à vous montrer de ces fosses, de ces choses creusées, parce qu'on a travaillé en conditions potentiellement explosives, donc pas d'appareil photo, pas d'appareil électrique pour faire nos prélèvements. C'était juste indiqué un conducteur de pelleteuse qui n'avait pas du tout l'habitude de travailler avec des gens qui cherchaient des petites graines. Il creusait, au bout d'un moment, il stop, il remontait avec la pelle, on prélevait dans ce qu'il avait remonté de la pelle, et puis il continuait à creuser en dessous. En même temps, il faisait des recherches de polluants. Mais on a pu, sur cette zone, estimer à 3 hauteurs différentes. Ici, on est alors à le 0 à 50 cm, 1,5 m et jusqu'à 2,50 m de profondeur. On a estimé à ces 3 hauteurs, ces 3 profondeurs, la quantité et l'identité des graines stockées dans le sol en dessous de ces zones qui pouvaient être éventuellement bétonnées. On est passé après le débétonnage de la surface.
Et on s'est aperçu que dans cette banque, on avait, comme pour le champ de maïs, dans la couche superficielle, dans les premiers centimètres du sol, la présence en grande quantité d'espèces invasives. Principalement le solidage, la verge d'or, présente en très grande quantité dans ce milieu-là. Donc, à nouveau ici, même préconisation, ce qui est au-dessus, même si c'est un sol un petit peu plus organique, on ne va pas utiliser parce que c'est un sol qui va être pollué par ces milieux-là. Donc, c'est pareil, il a été enseveli en dessous de mètres de hauteur d'autres éléments. Dans les milieux les plus profonds, ceux qui, si on creusait, on allait arriver sur le milieu aquatique. On a dans cette zone-là constitué 2 grandes mares et puis une zone humide, zone qui est, en fonction de la météo, sous quelques centimètres d'eau ou exondée, on va avoir cette alternance. Pour la zone aquatique, on avait à la présence encore d'espèces de plantes aquatiques ou de plantes de berge. On avait des graines de jonc, ces fameux zoospores de caracées. Je ne sais plus ce qu'on avait encore, peut-être du phragmite, un petit cortège d'espèces qui suffisait pour recréer un milieu aquatique. Donc, ce que l'on a fait, ce qu'on a préconisé au maître d'ouvrage, c'était pour les milieux aquatiques, pour les zones humides, vous creusez, il y aura suffisamment de graines. On n'a pas d'espèces invasives. Pour éviter que les invasives qui soient présentes au-dessus ne se développent, sur les milieux plus secs, plus en hauteur, on élimine cette première couche, on la garde un petit peu en dessous, et on ressème avec un mélange de semis de graines naturelles. On est sur ce qu'on appelle le label végétal local, des espèces dont les populations sont locales, récoltées pas très loin du site, on réensemence le milieu, et ça a permis de recréer sur cette zone-là, une zone humide. La photo est prise la semaine dernière. On est à T plus 3 ans après c'était 2019, donc T plus 3 ans, après cette restauration. Vous voyez une zone humide avec des élophytes, des joncs, des carex. On n'a pas encore les iris. Cet après-midi, ils étaient fleuris d'ailleurs. Je n'ai pas eu le temps de prendre une photo cet après-midi pour vous la montrer ce soir. Mais une vraie zone humide avec une diversité végétale qui est très élevée, une diversité animale qui commence à être très élevée. Les amphibiens sont présents. Aujourd'hui, on avait plein de libellules qui volaient dans tous les sens. Sur le milieu exondé, la faune du sol, celle que vous avez peut-être comptée dans des pièges barbeurs ou dont Henri Callot vous a parlé la dernière fois, ça grouillait de partout. On a récupéré des barbeurs, c'était plein d'araignées, de prédateurs. Donc ça veut dire que si les prédateurs sont là, on a les espèces des niveaux trophiques inférieurs qui se nourrissent eux-mêmes de la végétation. Le milieu, il fonctionne bien. On a encore des cuves derrière, mais bon. On est en France, en Alsace, à Strasbourg. On n'est pas dans une grande zone naturelle. Et sur ces 10 hectares, on a une zone naturelle fonctionnelle. Ça a repoussé principalement à partir de cette banque de graines. À partir un petit peu du semis qui a permis à cette banque de graines de pouvoir s'exprimer correctement, de ne pas être étouffée par ces invasives. Mais là, sur ces espèces-là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas dans le semis initial. Le semis a permis de conserver les conditions propices au développement de cette banque de graines. Donc cette banque de graines, elle permet au milieu de se reconstituer naturellement. Quand on les aide un petit peu, de reconstituer à nouveau un milieu, mais parfois, le milieu ne pourra pas se reconstituer de lui-même. On est obligé d'agir un petit peu plus profondément, de faire ce qu'on appelle la restauration écologique. Eh bien, on va utiliser ce stock de graines du sol également pour réparer des milieux. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien,
c'est un petit peu comme quand on veut réparer un être humain. Quand vous êtes malade, que vous avez besoin d'une intervention, souvent, on vous fait une transfusion sanguine. Parce que vous n'avez pas suffisamment de sang ou de sang de bonne composition pour pouvoir vous retaper vous-même. On va faire pareil avec les écosystèmes. Si on n'a pas une banque, si on n'a pas un coffre-fort suffisamment bien rempli, les écosystèmes, ils sont peut-être un petit peu plus prêteurs que nous. En tout cas, on ne leur laisse pas le choix dans ce cas-là. On va prendre chez le voisin. On va prélever une partie de la banque de graines, une partie du sol, le transférer. Et cette banque de graines que l'on a transférée va permettre de reconstituer un nouveau milieu. C'est des choses qu'on peut faire en milieu terrestre, qu'on fait aussi très couramment en milieu aquatique. Vous avez ici un exemple sur le creusement de mares, pour reconstituer des mares dans un espace naturel sensible du département. On a transféré des zones du sédiment qui était prélevé dans une autre mare, qui devait être un petit peu rajeuni. Donc, on devait de toute façon enlever ce sédiment-là. Dans ce sédiment, il y a des graines, puisqu'il y en a de partout. On a fait une petite étude quand même au préalable pour s'assurer que dedans, on n'avait pas de graines d'espèces indésirables, des espèces invasives notamment. C'est comme la transfusion sanguine. On ne va pas vous transférer, normalement, du sang qui est contaminé. Alors, on ne va pas transférer, pour restaurer un milieu, une banque de graines qui contient des espèces invasives. Il n'y en avait pas dans ce milieu-là. Du transfert de banque, c'est du dépôt de sédiments, de sol, de sédiments. C'est des gens qui, avec des petites pelles, s'amusent dans la gadoue pour apporter ce sédiment là où on veut qu'il soit. Vous avez sur ce milieu-là une zone ici de dépôt, une autre zone ici. On a apporté du sédiment, il y avait des graines, il y avait aussi des rhizomes d'espèces hélophytes qui constituent cette banque de diaspore un petit peu générale. J'ai dit que je parle de graines, mais ça peut être un peu étendu à d'autres choses. Et 2 ans après, voilà l'état du milieu. Les deux mêmes zones. Vous voyez que la zone où on a déposé ici le sédiment et ici, elle est beaucoup plus végétalisée. On a une végétation qui s'est développée dans ces milieux transférés. Là, on est 2 ans après. Au bout de 3-4 ans, tout le milieu s'est homogénéisé. On a accéléré cette colonisation dans ces zones de transfert de banque. Donc, c'est aussi une réserve pour l'écologie appliquée, pour l'écologie de la restauration, pour régénérer des milieux. Donc, des plantes cachées dans les sols, pour revenir à ce titre, il y en a des milliers et des milliers, et à chaque fois que vous faites un pas, à chaque fois que vous marchez sur le sol, vous marchez sur plein de vie de vous, ou plus en dessous, mais vous êtes assis à l'heure actuelle sur une banque de graines. Plus ancienne, plus profonde quand on est en ville, mais elle est là. Et elle est là, elle ne demande qu'à s'exprimer. Vous entendez beaucoup parler à l'heure actuelle de la désartificialisation. Il faut atteindre le 0 artificialisation nette. En désartificialisant les sols, on va permettre à ces banques de graines de s'exprimer, de pousser, de reformer les milieux, parce qu'elles sont présentes partout. Je vous ai montré le bon côté. Recolonisation d'espèces, reconstitution de milieux. Le mauvais côté, les jardiniers et les agriculteurs le connaissent depuis très longtemps. C'est parce qu'on a cette banque de graines qu'on a plein de mauvaises herbes qui poussent dans le jardin,
qu'on a mis des pesticides dans les champs pour empêcher ces herbes de pousser. C'est un peu le revers de la médaille. Le champ de blé, ce n'est pas l'écosystème naturel normalement dans le milieu. En dessous, il y a plein de graines qui veulent s'exprimer, qui sont là pour reconstituer le milieu. Je vous remercie de votre attention et je réponds à vos questions. Oui. Les graines, elles peuvent vivre pendant combien d'années? Très longtemps. Ils vont vous répondre s'ils ont bien suivi. Au moins 30 000 ans. 30 000 ans minimum. Alors, ça dépend des espèces. Certaines ne vont pas vivre très longtemps. Mais on a eu des records dans des conditions de conservation bien particulières. L'exemple que j'ai montré, c'était conservé dans du permafrost. On a retrouvé, au moment de la fonte de ce sol un peu joli, des vivantes qui ont redonné des individus fonctionnels et qui avaient 30 000 ans d'âge. Oui. Par rapport à cette graine de 30 000 ans, est-ce qu'elles sont exactement la fleur qui sort est la même qu'aujourd'hui? Enfin... Alors, c'est la même espèce. Par contre, c'est pas c'est des graines. Donc, une graine, c'est issu d'une reproduction sexuée, donc de la rencontre d'un grain de pollen et puis d'une ovule sur le côté gynécée, donc de deux individus différents. Je crois qu'en plus sur les silènes, il doit y avoir des systèmes qui empêchent l'autofécondation. Là, je ne suis pas sûre. Donc, il y a une recombinaison. Donc, c'est pas un clone de l'individu qui avait produit ces graines. C'est ses enfants. La suite de cette question, c'est que du coup, est-ce qu'elles sont viables, ces vieilles graines? Alors là, elles ont redonné des individus. Donc, elles sont, oui, elles étaient viables. Ouais. Elles ont redonné des individus qui ont fleuri, qui ont redonné. Voilà, c'est des silènes, c'est des espèces qui sont encore présentes. Et ce genre de fleurs, vous en voyez un petit peu partout. Donc, il n'y a pas de souci de pollinisation dessus. On est 30 000 ans sur des... Alors, ça nous paraît vieux pour nous, hein. À l'échelle de la nature, c'est pas grand-chose. Il y a 30 000 ans, il y avait les mêmes espèces animales qui étaient présentes sur Terre. Donc là, les pollinisateurs, pour l'instant, ils sont toujours là. Oui. Je connais la culture, mais j'ai entendu récemment qu'il fallait... On ne laboure plus les champs pour planter des graines, mais on introduit les graines directement dans le sol en laissant un couvert végétal. Mm-hmm. Comment ça s'explique avec votre système? Est-ce que dans la nature, les plantes, elles ont besoin que quelqu'un vienne labourer pour pouvoir stocker leurs graines dans le sol? Non. Elles se débrouillent toutes seules. Le labour, alors je ne suis pas non plus, je ne connais pas trop en agriculture, hein, mais les plantes non modifiées par l'homme, elles n'ont pas besoin d'un labour profond pour les planter bien profond pour pouvoir développer une plante. Alors, pour pouvoir développer une plante qui va peut-être produire une racine de réserve, il faut qu'elle soit plus dans le sol et donc on la met plus profond. Mais ça, c'est nos intérêts humains. Le labour, on l'utilise aussi souvent pour empêcher la banque de graines qu'on ne veut pas voir se développer, pour que les petites plantules ne produisent pas des plantes indésirables dans ces champs-là. Hein. Mais on a, notamment en France, en Europe, une culture du labour bien ancrée qu'on n'aura peut-être pas dans d'autres endroits. On parle beaucoup de culture sans labour dans certaines zones d'Alsace, dans le Korosberg, dans le Sundgau, parce que ces labours, ça déstructurait le sol, notamment un peu
comme maintenant où on va avoir des orages, et on avait des coulées, on a toujours des épisodes de coulées d'eau boueuse. Et on a préconisé aux agriculteurs déjà de remettre les haies qui avaient été enlevées, qui étaient des bonnes barrières anti-coulées d'eau boueuse, mais on a aussi préconisé de passer à des cultures sans labour pour essayer d'avoir un sol qui ne soit pas sensible à ces coulées d'eau boueuse. Et il y a quelques années, je faisais une visite sur le terrain avec des étudiants du master pour leur montrer ces systèmes, les cultures sans labour, etc. Et dans la promo, j'avais une étudiante qui venait du Panama. Et donc je leur explique on testait des cultures sans labour, etc. Elle me dit, mais en fait, chez nous, on ne laboure pas. Pourquoi vous labourez ? Pourquoi chez nous, on enlève un petit peu, on sème, et puis voilà, on n'a jamais labouré profond comme ça. D'après votre dessin, là, on a l'impression que si on laboure, on fait ressortir les petites plantures, on appelle ça les graines qui sont en dessous, on les fait remonter, et donc on va se développer à nouveau. On leur permet de se renouveler à nouveau. Alors, le soc de la charrue, il passe toutes les années à la même hauteur. Donc, il a déjà remobilisé tout ça. Et puis, en fait, la phase la plus sensible du cycle d'une plante, c'est la plantule. Donc, quand on laboure au début du printemps, là, les petites plantules, elles se prennent un coup de charrue sur la tête et elles sont plus là. Ça permet aussi de remobiliser certains, de remonter au-dessus, peut-être ce qui a été un petit peu lessivé. Le désavantage du labour, c'est que ça crée ce socle de labour, une zone juste en dessous de l'épaisseur de la charrue qui va être un peu tassée et qui fait qu'on a ce ruissellement et ces générations de coulées d'eau boueuse. Oui. Dans votre méthode de naturation, ce qui me surprend, c'est que du coup, vous déplacez beaucoup de c'est énergivore. Alors, c'est énergivore. Ça fait partie de toute la réflexion qu'on a avant. Là, dans ce que je vous ai montré, c'est des cas de restauration de milieux aquatiques en plaine alluviale du Rhin, totalement déconnectés. Le but, c'est de recréer des milieux aquatiques là où, avant, ils étaient créés par le fleuve. Donc, pour le recréer naturellement, il faut creuser. Oui. Là, on creusait. Et on creusait, je crois que la mare donneuse, elle est à 400-500 mètres de distance. Donc ça c'est planifié avant de faire les travaux pour que ça génère le moins d'empreintes carbone possible. Dans ma réflexion, plus dans un cadre de l'agriculture, on peut faire naturel, mais au milieu terrestre, ce serait pas plus opportun de laisser les plantes, les graines invasives se développer et faucher régulièrement et après il faut faire ça va toutes les fois, ça va être un petit peu le choix du gestionnaire. Dans l'exemple que je vous ai montré, cette mare, elle était directement connectée à une gravière qui était envahie par une plante invasive, les lodénutales. Et ces milieux-là, ils étaient créés avec un objectif particulier qui était des objectifs amphibiens reptiles. C'est des mares qui sont créées pour maintenir la population de pélobates bruns et qui sont créées dans la zone de réintroduction de la cistude d'Europe. Donc, on voulait des milieux qui soient fonctionnels, qui ne soient pas une mare de cette taille-là. Si elle est envahie par les données, très rapidement, on va avoir cette grande masse de végétation en surface de l'eau et puis en dessous, un milieu totalement anoxique. Donc là, le pélobate brun, qui en plus est un amphibien qui va être beaucoup sous l'eau, là, ça lui irait pas. Donc l'objectif de ces mares, elles étaient aussi pour ces amphibiens-là, et on ne voulait pas que dans ces mares, on ait à nouveau cette espèce invasive qui se développe pour retrouver la situation qu'on avait déjà dans la gravière à côté. Donc il y avait on va dire une obligation de ne pas avoir cette espèce invasive. Donc c'est pour ça qu'on a sur ce cas-là, on a aussi fait des transplantations, des choses pour maximiser la reprise rapide de la végétation. Mais voilà. Mais à chaque fois, effectivement, je vous ai montré l'exemple, on fait de la transplantation de banque.
parce que c'est une des méthodes qu'on va utiliser. Mais normalement, si la personne qui fait le conseille bien, on préconise les méthodes les plus light. S'il y a une recolonisation qui peut se faire, si on peut avoir une espèce invasive et puis la gérer pour qu'elle disparaisse progressivement, on ne va pas faire de grands moyens dessus. À côté de cette mare, on avait un champ plein de solidage. Au bout de 10 ans, avec la fauche, il n'y a plus de solidage. Là, il n'y avait pas d'urgence dessus. Oui. Juste pour revenir du coup sur la dormance des graines, je me posais la question comment on arrive à dater l'âge des graines qu'on retrouve, c'est par rapport à la couche du substrat ou... Alors, ouais, parfois on n'y arrive pas. Hein. Là, dans le cas du permafrost, ils avaient avec la profondeur, ils savaient avec les glaciations, etc. En milieu aquatique, si on connaît le taux de sédimentation, on arrive à peu près à dater la profondeur. Sur un bras mort, j'avais pu dater la production de certaines zoospores de caracées parce que dans le bras mort, le taux de sédimentation avait été daté grâce aux différentes concentrations de c'est césium 137. En fait, on avait dans les sédiments la trace du nuage Tchernobyl. Donc, on avait le signal. Et puis au-dessus, on savait que c'était cette année-là. Et puis au-dessus, combien il y en avait. Donc, on peut dater comme ça. Mais voilà, on va dire ces événements-là, on a des traces de Tchernobyl, des essais atmosphériques, des essais nucléaires atmosphériques. Enfin, il y a des choses qui permettent, dans le temps court, de dater ça. Vis-à-vis de la désartificialisation des sols, je me posais la question de la compaction du sol, parce que justement, les mines urbains, comme la berge de béton, c'est extrêmement compacté, et la dernière fois que j'ai fait une conférence sur la restauration, il y avait des techniques de purifage du sol. Et du coup, est-ce que d'un point de vue, par exemple, dans un milieu où il n'y a pas d'objectif de restauration, est-ce qu'il y a des graines qui peuvent percer un sol vraiment compacté, ou c'est très très peu probable? Ça dépend le taux de compaction du sol, en fait. Et alors, ça dépend le taux de compaction du sol, mais tu vas aussi avoir des cas où, lorsque le sol s'il est très compact, dans les périodes sèches, les périodes chaudes, il va vraiment s'assécher. Et là, tu peux avoir des créations de fentes de dessiccation, donc des petites fissures, où là, les plantes peuvent repousser dans ces petites fissures-là. Alors, ça va être beaucoup plus long. Mais il y aura toujours un moment où ça peut repousser. Après, c'est souvent toujours une question de temps. Est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut attendre ou pas? Oui. Et du coup, si les plantes, si les graines peuvent survivre tranquillement, tranquillement, L'argent, on aurait pu le mettre pour restaurer des milieux alsaciens. Je suis d'accord. Parce que je viens de mettre les graines, on fait un trou d'un mètre, mais les graines là-dedans, c'est bon. Alors, on ne contrôlera pas ce qu'il y a. Certaines vont. Ce qu'il y a, c'est que dans cette banque de graines, on conserve aussi des variétés de plantes cultivées qui, elles, ont peut-être aussi une durée de vie moins grande. Et puis, dans le sol, on a tout ça, mais on ne sait pas où c'est. On ne sait pas en quelle quantité et on ne sait pas où c'est. Là, j'ai fait un peu ma maline en vous disant, là, on a tant de graines, tant de choses. C'est à chaque fois une estimation. On a fait des petits échantillons, le plus possible, parce que on sait que ces graines, elles sont pas dispersées de manière homogène. Elles s'accumulent là où elles se sont déposées. Elles sont déposées par de l'eau qui ruisselle, par des courants d'eau, par du vent, dans des zones préférentielles, là où il y avait peut-être un obstacle. Donc, si quand on fait un petit échantillonnage, on tombe pile poil dans cette zone de dépôt, on va avoir plein de graines, et puis si on a
carotter à côté, on n'a rien. Donc, on fait le plus d'échantillons possible, on mélange tout ça pour avoir une vision homogène, mais on n'a toujours qu'une estimation. On ne sait pas, même avec tous ces petits échantillons-là, on ne sait pas exactement quelle graine était où, à quel endroit. Justement, dans différentes slides, tu présentes le fait qu'il y ait, je ne sais pas, 8, 7, 10 espèces. Comment on identifie les espèces qui correspondent aux graines? Parce qu'il y a quand même beaucoup de graines qui ont une fâcheuse tendance à vraiment se ressembler, quoi. Alors, moi, j'identifie beaucoup en faisant germer. Parce que, déjà parce que je m'intéresse beaucoup à ce qui peut recoloniser le milieu et donc à ce qui est vivant et ce qu'on peut faire repousser. Donc ça, quand je fais des prélèvements, j'expose à des conditions un petit peu différentes, 3, 4 conditions, pour essayer de faire exprimer le plus possible d'espèces. Donc là, c'est au niveau des plantules qu'on va identifier les graines. Après, sur les gens qui travaillent en terrestre, ils vont beaucoup faire des tris de graines. Alors, ils peuvent utiliser des espèces de tunnels où ils font avec de l'air pour pouvoir récupérer en fonction de la c'est pas flottaison, mais enfin de la densité de la graine à voler dans différentes colonnes d'air. Ils peuvent aussi le faire par flottaison sur des liquides de densité différentes pour récupérer les graines et puis trier les particules de sol. Sur le milieu aquatique, c'est des graines qui, de toute façon, ont sédimenté. Donc, elles vont pas se faire. Et là, on récupère des graines. On récupère des graines qui ont séjourné dans du sol, dont les ornementations ont peut-être un petit peu sont disparues. Donc, il existe des clés de détermination de certaines graines. Moi, je n'ai jamais vraiment utilisé ça. Enfin, si, sur une petite germination, regardant la tête de la graine, ça aide aussi à savoir quelle est la plante. Mais ils peuvent déterminer une grande partie. Puis après, on va parfois avoir des choses, on aura espèce ABC, on ne saura pas ce que c'est. L'inconvénient, c'est qu'ils savent de quelle espèce est la graine, mais ils ne savent pas si elle est vivante. On a aussi une quantité de graines mortes. Donc, en termes de mémoire, on sait ce qu'il y avait, on ne sait pas ce qui pourrait repousser. Il y a aussi des espèces qui sont connues pour avoir une durée de conservation bien moindre. Donc, il y a aussi des graines, j'imagine, des espèces qui risquent de disparaître si on se fie juste à la vente. Oui. Il y a des espèces vraiment transitoires qui vont avoir très peu de dormance et qui peuvent rester peut-être 1 an, 2 ans. Donc, celle-ci, la conservation aussi des milieux en l'état, c'est important parce qu'on n'a pas tout stocké dans le sol. On a quand même une grande partie. Elles se font bouffer par la microfaune. On peut aussi voir le contraire, se dire c'est grâce à ces graines que la microfaune existe. Elle s'en nourrit. Donc, Est-ce qu'il peut y avoir une mutation des graines par rapport à la montée des températures aujourd'hui? Alors, ce qui est dans la graine, ça ne va pas changer. On ne va pas avoir des mutations à l'intérieur de la graine, enfin très peu. C'est le stock génétique, il est là. Par contre, les graines sont issues d'une reproduction sexuée, donc déjà d'un mélange de 2 génomes, et puis d'une recopie de ces génomes. Donc, dans cette phase de graine, c'est là où on peut avoir des innovations qui vont se produire. L'apparition de nouveaux caractères, les spéciations, toutes les fois, c'est issu de petites molécules qui ont mal recopié l'ADN. Et puis, quand on recopie en mal, quelque chose de finalement pas trop mauvais parce que ça produit un caractère qui était adapté aux conditions qui l'ont sélectionné. Donc, c'est pas dans la graine qu'on va avoir cette mutation, mais en fait, avec tout ce qu'on a et toute cette diversité génétique qu'on a dans le sol, on a peut-être une graine qui n'aurait jamais germé dans les conditions avant le changement climatique et qui va posséder les bonnes caractéristiques. Et ces graines, elles ne sont pas toutes redéposées qu'au milieu de production. Au lieu de production, elles se dispersent aussi. Elles ne vont pas se disperser sur des milliers de kilomètres, mais certaines vont se disperser quand même assez loin. Là, il y a tout un jeu à l'heure actuelle d'assister la dispersion des graines qui ont une dispersion faible, notamment les graines d'arbres,
qui ne se disperseraient pas suffisamment vite avec le changement climatique. J'imagine que c'est comme pour les hotspots, c'est-à-dire aussi typiquement les flancs de montagne, les endroits où du coup les conditions climatiques peuvent changer très très vite à 100 mètres d'intervalle, alors que sur le continent, Ouais. et donc qui favorise peut-être aussi l'apparition ou la conservation de certaines espèces ou l'adaptation. Oui. Bon, après, flanc de montagne aussi, parfois le sol va être un petit peu érodé et on aura en plus moins de manque de graines. Donc là, les flancs de montagne, ouais, c'est un peu difficile. Une question peut-être un peu choquante. S'il y a des graines d'invasives qui nous embêtent, comment on fait pour les détruire? Alors, comment on fait pour les détruire? C'est une grande question. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus à l'heure actuelle. Ça va être vraiment espèce ciblée. Soit on sait que la graine d'invasive, elle est peut-être plus grosse que toutes les autres. Donc là, un criblage, ça peut se faire. C'est ce qui se fait beaucoup. Alors, c'est pas sur les graines, mais sur les rhizomes de la renouée. Cette plante-là se disperse pas trop par graines, mais va avoir des quantités de rhizomes présents dans le milieu très grandes. Et là, par des criblages sur des tamis, on arrive à extraire les rhizomes de renouée et à récupérer ce qu'il y a à côté. Après, oui, sur les exemples que je vous ai montrés, les graines de solidage et autres, on les a mis en dessous et pour l'instant, on arrive à trier, extraire juste ces espèces-là. Ça va être un des défis peut-être pour les décennies à venir. Mais si on veut se débarrasser de ces invasives. Oui. Voilà. Pour certaines espèces invasives, il y en a déjà tellement sur le milieu, on ne s'en débarrassera pas. Et là, l'effort, il est mis que vraiment sur des milieux bien particuliers. La renouée du Japon, c'est le cas. C'est qu'elle est déjà présente partout. On va mettre en place des techniques qui vont coûter de l'argent, qui vont coûter des moyens, quand il y a un enjeu. Mais on ne va pas aller passer beaucoup d'argent pour éliminer cette plante-là sur un terre-plein au milieu d'un parking de supermarché, parce que là, il n'y a pas du tout d'enjeu. Il n'y a pas d'autres questions. Mais peut-être viendront elles. Il y a deux infos importantes. La première, je m'aperçois que j'ai complètement oublié de parler de la zone atelier environnemental urbaine, c'est quand même l'organe dans lequel la structure de recherche dans le cadre de laquelle se passe la plupart des choses dont on parle. Et, donc, voilà. Et Sandrine n'a même pas réagi. Je la connais bien, moi. La directrice. C'est vraiment la structure à fonction avec laquelle on travaille. Et puis la deuxième chose, et là du coup je te questionne en même temps que je l'annonce, le 19 juin, on va proposer une balade sur l'espace de Rives, qui est, comme vous le savez, en chantier. C'est un très très gros chantier. Et il y a tout un très gros travail qui a été mené sur la réhabilitation des sols, et sur la réutilisation d'un certain nombre de... Alors, je ne sais pas si le terme de matériaux est très adapté, mais enfin en tout cas de sol, soit sous forme de géosol, soit sous forme de, enfin, je ne sais pas si on dit de technosol. De technosol. Géosol, ça s'appelle technosol, soit au contraire de sol végétal pour planter. Et donc on va aller visiter ça. Il y a un gros projet qui s'appelle Valosac qui a été mis en œuvre et qui a évité d'extraire et d'excaver énormément de sols pollués qui auraient pu devenir des déchets si on les déplaçait, en s'apercevant qu'il y avait d'autres horizons du sol qui étaient encore sains. Donc il y a eu un vrai travail qui a été mené là-dessus. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a eu un travail qui a été mené, mais j'imagine sur la bande de graines. Et donc je ne sais pas si tu seras avec nous à l'occasion de cette visite. Oui, le 19 matin, je serai, voilà. je serai là. En fait, ça a été le cas d'ateliers du master, des étudiantes, parce que c'était des filles qui avaient... alors, elles avaient étudié pas que la banque aussi, elles avaient fait un inventaire des espèces invasives déjà présentes pour signaler les zones où il fallait faire attention. Et puis, elles avaient aussi échantillonné sur certaines de ces zones-là pour savoir ce qu'il y avait dans la banque. Donc, ce sera sur l'espace Starlet. Donc, pour ceux, je ne sais pas si ça vous parle de Rives. C'est l'ancien port charbonnier. Donc là, vous voyez, quand on parle de pollution, on est dans le dur. Hein.
Et donc, il y a eu des gros travaux faits, je crois, il y a maintenant une trentaine d'années au moins. On a fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on recouvre. Et puis, 30 ans après, quand vous reprenez pour aller au-delà, vous récupérez le bébé. Alors, il s'est passé entre-temps. Mais l'idée, c'est qu'on va nous raconter un petit peu tout ce qui s'est fait. C'est de l'ingénierie à très, très, très grande échelle. C'est un projet très emblématique et très, en tout cas ambitieux et paradoxalement très peu connu des Strasbourgeois. Donc, on propose ça. C'est de l'autre côté. Donc, Starlet, c'est vraiment sur le. Comment s'appelle la tram là-bas? Le phare Citadelle. Je ne sais pas si ça vous parle. On partira du phare Citadelle et en fait, on ira se promener sur cet espace-là. Oui, tout à fait. Il y avait un oui, je pense que le phare. Mais on vous enverra les infos, c'est pour ça que je vous incite à vous inscrire, on vous enverra les infos. Et là, l'idée, effectivement, c'est vraiment aussi d'aller parler de réhabilitation de sol, mais en parlant de tout, c'est-à-dire qu'on parlera à la fois d'aspect physico-chimique, d'aspect végétaux, parce que c'est incontournable, et puis de vie des sols, parce que derrière, l'idée, si on veut planter, c'est qu'il faut avoir des sols qui vivent ou qui réapprennent à vivre. Et donc ça, ce sera le 19 juin matin. Et sinon, je crois qu'on a annoncé le plus gros des événements. Je parle sous vos contrôles. Le 15, tu as quelque chose aussi. Oui, j'en ai parlé Oui, tout à l'heure, je peux en parler. Je suis sortie à ce moment-là. Oui. Donc oui, Marc-André viendra en conférence à Strasbourg. Je ne peux pas vous dire où, parce qu'on ne sait pas encore où. Il faut qu'on trouve la bonne salle. Parce que peut-être que certains d'entre vous le connaissent. C'est un conférencier qui parle fort bien des sols. C'est un chercheur du Muséum d'histoire naturelle qui fait d'ailleurs, qui a pris son bâton de pèlerin, qui a écrit 2 livres récemment et qui fait le tour de France et plus loin encore pour parler de ces questions notamment. Et on espère bien du coup en faire un événement où on sera un peu plus nombreux, j'espère même beaucoup plus nombreux que ce soir. Une autre question. Du coup, un sol gorgé de pesticides, c'est pas quelque part une garantie de conserver les graines? Sauf si la petite plantule commence à germer et ne va pas plus loin que la germination parce qu'il est bourré de pesticides. Donc, c'est vrai qu'il y a un truc qu'on oublie souvent quand on parle des pommes de terre qui sont traitées aux antigerminatifs. Un antigerminatif, c'est quoi? C'est exactement la même chose qu'un pesticide. C'est pas juste pas la même quantité, mais on empêche la plante de pousser, quoi. Ce qui ne nous empêche pas de la consommer. Toutes les patates ne sont pas traitées, mais elles en ont quand même. Et effectivement, il faut être vigilant par rapport à ces aspects de germination ou de pas germination, ou la question que vous posiez aussi au jardin, parce que j'imagine qu'il y avait peut-être aussi une vision potagère. Après, il y a le faux semis. On met en place toutes les conditions pour que ça germe, et puis on a encore bien planté, et puis une fois que ça commence à sortir, comme je disais, la plante est très fragile, donc un petit coup de lunette ou de râteau, et puis on commence à. Après, comme on a vu, les banques sont bien présentes, donc on va peut-être faire ça de nombreuses fois sans pour autant régler les problèmes. Quand on pense à la zone de Tchernobyl qui a été fortement irradiée, et aujourd'hui tout est revenu dans un état sauvage. Il faut aussi se souvenir que le végétal est quand même plus résistant, je pense, à un certain nombre d'agressions que l'être animal. Et encore, il faut voir quels animaux. Et puis, rappelez-vous que les graines, c'est desséché. Donc, c'est moins sensible aux radiations. Tout ce qui va être, ce qui va faire bouger les molécules d'eau, type micro-ondes, ça va être moins sensible au niveau des. Je rebondis sur la question dessus. Est-ce qu'on sait d'ailleurs dans ces zones qui ont été fortement impactées si la banque de graines a eu un rôle important, c'est-à-dire qu'éventuellement tout ce qui était si ça crève. Je sais pas, je suis pas allée. Non, oui, je te sais. Mais surtout ce qui était route, partie goudronnée ou bétonnée, la végétation a repris ses droits. Les routes ont pratiquement disparu sur certaines zones. Après, ça peut être la banque de graines, ça peut être la dispersion. Il y a un peu des deux souvent.